programme. Là, nous allons maintenant commencer la formation en droit du travail que nous avons appelée Introduction aux notions du droit du travail. Il est important pour chacun d'entre nous de connaître ces droits et ces obligations du niveau professionnel. Que vous soyez employeur ou salarié, et donc, le plan que je vous propose, c'est en un, le contexte et l'objectif de la formation. En deux, la définition du contrat de travail. Parce qu'il faut bien comprendre, il faut bien savoir c'est quoi un contrat de travail et quelles sont ses traits caractéristiques. En trois, les différents types de contrats de travail et leur interprétation. Un autre groupe d'action, 4. Les droits et obligations de l'employeur, les droits et obligations du salarié, les procédures de sanctions disciplinaires. Et enfin, 7. Des cas pratiques. Nous en aurons 2 cas pratiques pour qu'on puisse savoir en tant que telles les décisions, les implications des décisions que nous prenons quand nous sommes en cas de travail quelque part. On ne prend pas les décisions à la ou à la légère. Il faut les prendre à la lumière des textes qui régissent le droit du travail en Côte d'Ivoire. Contexte et objectif de la formation. Il faut dire que dans l'environnement du travail, c'est-à-dire dans l'environnement du travail, on distingue plusieurs acteurs que sont les entreprises ou les employeurs qui sont ceux-là même qui embauchent. C'est ça, les entreprises embauchent. Et ils embauchent qui? Ils embauchent les travailleurs. Donc on a d'un côté les entreprises qui embauchent, on a de l'autre côté les travailleurs qui offrent, qui font la demande d'emploi. Et à côté de ces deux acteurs, on a un arbitre qui est l'inspection du travail et des lois sociales. L'inspection du travail, c'est l'arbitre. C'est celui-là même que la législation a prévu pour pouvoir arbitrer les conflits entre travailleurs et employeurs. Parce que ce n'est pas un fleuve tranquille, le domaine du droit du travail. Il y a des frustrations, il y a des... On soupçonne que le travailleur ne respecte pas totalement les dispositions prévues pour le travail. On soupçonne également que parfois le patron fait de l'abus. Il faut bien entendu quelqu'un qui soit suffisamment neutre et qui connaisse la loi pour pouvoir arbitrer les conflits entre employeurs et salariés. Donc, cette personne-là, c'est l'institution inspection du travail et des lois sociales. C'est bon? Chaque commune, chaque localité en Côte d'Ivoire a en sein un détachement de l'inspection du travail et des lois sociales. Donc, quand je pense que je me sens abusé par mon employeur, ou quand je pense que mon collaborateur ne fait pas efficacement le travail comme il se doit, je lui demande qu'il faut porter l'affaire, c'est l'inspection du travail qui est mis là pour pouvoir, je vais dire, arbitrer les conflits, comme je l'ai dit. Et donc, passer ce contexte, on sait dorénavant que dans le dispositif du droit du travail, nous avons l'inspection du travail qui arbitre les conflits entre les employeurs, c'est-à-dire les entreprises, et puis les salariés. Généralement, les gens disent l'inspection, ils ont des partis pris. Non, l'inspection est neutre. Moi, je pratique l'inspection du travail. Généralement, ils sont neutres. Il faut simplement savoir poser son problème et peut aussi avoir raison dans le problème qu'on pose. Parce que bien des fois, on n'a pas toujours raison. Pourquoi? Parce qu'on dit. Et c'est ça qui m'amène à
donner les objectifs de la formation pour dire aujourd'hui, le premier objectif que nous visons, c'est de permettre aux auditeurs que vous êtes d'actualiser vos connaissances en matière de droit du travail. On entend tellement de choses. Le patron n'a pas signé le contrat. Il m'a donné des demandes d'explication, il m'a sanctionné, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Concrètement, c'est quoi? Est-ce que la loi dispose ça? Est-ce que la loi le dit? Deuxième objectif, c'est bien entendu permettre aux auditeurs de mieux comprendre les dispositions contenues dans le Code du travail. Donc, le premier objectif, on va actualiser les connaissances parce qu'on a tous des connaissances en matière de droit du travail. On a tous un tonton qui travaille quelque part, qui nous donne des conseils. On a tous un comptable quelque part en entreprise qui nous donne des conseils. On a tous un gestionnaire de ressources humaines quelque part qui nous donne des conseils. Mais est-ce que ces conseils-là se donnent à la lumière des tests de loi contenus dans le dispositif du droit du travail? C'est pourquoi le deuxième objectif, c'est de permettre aux auditeurs de mieux comprendre les dispositions contenues dans le Code ivoirien du travail. C'est bon? C'est bon? Le contexte, on a bien compris, il y a trois acteurs principalement. L'entreprise qui embauche, le travailleur qui offre ses prestations d'entreprise, et puis, comme les deux peuvent avoir des conflits, le dispositif a prévu l'inspection du travail pour arbitrer les conflits. Pour dire, bon, j'ouvre mon code du travail, bon, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Voilà. Bon, ici, le code dit, tel que vous avez procédé, vous n'avez pas respecté la loi. Que ce soit l'employeur ou bien le salarié, l'inspection est un arbitre qui est neutre. Ça, c'est une idée qu'il faut se mettre en tête. Quand je fais cette formation, c'est pour déconstruire les petits mensonges. Parce qu'on se fait beaucoup de petits mensonges. Il paraît que l'inspection du travail, ils sont toujours pour les patrons. C'est pas vrai. Ils ne sont pas pour les patrons, ils ne sont pas pour les entreprises. Ils sont pour toutes les parties. Pourvu que vous respectiez les dispositions contenues dans le Code du travail. Parce qu'il y a un adage qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Nul n'est censé ignorer la loi. Et c'est pour cela que nous faisons cette formation pour nous permettre d'actualiser nos connaissances en matière de droit du travail. C'est bon? On peut passer à la définition du contrat de travail. Vous verrez que dans la définition du contrat de travail, il y a des traits caractéristiques qu'on va regarder sur le plan juridique. Parce qu'on entend beaucoup de choses. On dit le patron n'a pas signé de contrat avec moi, ça veut dire que je ne suis pas couvert, je suis fait plein d'idées. Nous avons analysé ensemble la définition du contrat de travail et puis effectivement donner la signification de chacun des points qui sont mis en rouge. Définition du contrat de travail. Pour le Code ivoirien du travail, en son article 14.1, le contrat de travail est un accord de volonté par lequel une personne physique s'engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'une personne physique ou d'une personne morale, moyennant rémunération. Donc c'est une activité par laquelle une personne met son activité professionnelle à la disposition d'une autre personne. Cette personne-là peut être une personne physique ou bien une entreprise. Personne morale, ça renvoie la notion d'entreprise. Ou bien une entreprise. Tu peux embaucher. Ou bien ça peut être un individu. On remarque souvent, il y a des personnes qui ont des chauffeurs particuliers. Les chauffeurs sont en contrat de travail chez eux. Leur personne
individu embauche une autre personne, individu chez elle. C'est bon? Maintenant, c'est quoi l'activité professionnelle? Parce qu'il faut bien qu'on définisse l'activité professionnelle. Qu'est-ce que le dispositif entend par activité professionnelle? Activité professionnelle, le contrat de travail a pour objet la fourniture par le travailleur d'une certaine prestation de travail. Donc, l'activité professionnelle se résume à la prestation de travail. Ça veut dire, quelque part, que c'est parce que je sais faire quelque chose que je vais déposer mon CV quelque part et je vais travailler. C'est vraiment. Et c'est pourquoi moi j'apprécie votre participation au programme Coaching pour l'emploi. Pourquoi? Parce que vous avez accepté d'apprendre l'unité de la comptabilité pour pouvoir offrir une prestation de travail à vos futurs employeurs, de ceux qui ne sont pas encore en situation d'emploi, ou pour pouvoir augmenter la qualité de votre prestation de travail pour ceux qui sont déjà en emploi. Donc, l'activité professionnelle, c'est la prestation de travail. La manière dont je travaille, le savoir-faire que je déploie, c'est ça mon activité professionnelle. C'est quoi l'autorité? L'autorité est définie comme étant c'est le lien de subordination juridique entre travailleur et employeur, c'est-à-dire la condition essentielle de l'existence du contrat de travail. Ça veut dire quoi concrètement? Le lien de subordination, condition essentielle de l'existence du contrat de travail. Dès lors que je dis Monsieur Dion travaille pour le cabinet GDS Consulting et que même si nous n'avons pas signé de contrat écrit, que je lui donne des instructions en tant que responsable de cabinet, systématiquement le contrat est considéré comme un contrat de travail. Parce qu'il y a un lien de subordination. Bien des fois, il y a certaines entreprises qui essaient de ruser en créant des contrats de prestation ou même des contrats de consultance. On dit, bon, monsieur Dion, c'est vrai qu'on va vous prendre chez nous, on va vous faire signer un contrat de consultance. Et dans les faits, on se rend compte que monsieur Dion, bien étant consultant chez nous, prend des instructions, on se permet même de le sanctionner. On ne peut pas sanctionner un prestataire. On ne peut pas donner une demande d'explication à un prestataire. La demande d'explication, les sanctions, c'est réservé aux collaborateurs, pour les salariés. Un prestataire, on s'assoit, on discute le cadre de notre prestation, on se met d'accord. Mais je ne m'y lève pas parce que Monsieur Dion est prestataire chez moi. Je ne m'y lève pas pour dire Monsieur Dion, vous avez mis à pied de 3 jours. Si je le fais, systématiquement, le contrat devient un contrat de travail et sera analysé en tant que tel. Il y a aussi certaines personnes qui se permettent dans la rédaction des contrats de prestation parce qu'ils veulent camoufler le fait que les gens qu'ils emploient sont des salariés chez eux, ils camouflent et mettent contrat de prestation ou contrat de consultance. Mais quand on lit les dispositions du contrat, on se rend compte qu'il y a nettement un lien de subordination. Or, le dispositif du droit dit c'est la condition essentielle. Dès lors qu'on se rend compte qu'il y a un lien de subordination, le papier que vous avez signé, si ça ne fait pas contrat de travail, il est chiffre. On dit, dès lors, c'est lié chiffre, on le jette et on se retrouve dans le cadre d'un contrat de travail. Et la relation est analysée en tant que telle. Pour faire bien entendu valoir les droits de chacune des parties au contrat. C'est bon? Non, j'ai dit une chose importante. La première chose importante que j'ai dite, c'est que l'activité professionnelle, c'est la prestation de travail. Donc, cette prestation de travail doit être en constante amélioration. Je lisais un post d'une responsable de ressources humaines sur LinkedIn
qui expliquait qu'en principe, un salarié ne peut pas demander une augmentation de salaire si sa prestation de travail n'a pas augmenté en termes de qualité et en termes de quantité. Et en termes de quantité. Soit la charge de travail devient énorme, ce qui va justifier l'augmentation du salaire, ou soit la performance devient la norme, c'est-à-dire que le salarié devient performant sur son poste de travail. En ce moment-là, on pourra justifier de certaines augmentations. Et le poste est poursuivi qui dit il ne sert à rien de demander, en tant que travailleur, il ne sert à rien de demander une augmentation de salaire si la prestation n'a pas augmenté, si la qualité de la prestation n'a pas augmenté. Il y a certains collaborateurs, selon le poste, qui viennent dire, comme j'ai déménagé, avant j'habitais à 2 pas du bureau, maintenant j'habite à Port-Louis, alors que le bureau se trouve à Bourreau, et donc par rapport à ça, je voudrais une augmentation de salaire. Bon, la prestation n'a pas changé. Le patron peut accepter comme ne pas accepter. Mais le plus important, en tant que collaborateur, en tant que travailleur dans une entreprise, le plus important, c'est augmenter la qualité de la prestation de travail et effectivement pouvoir prétendre effectivement, si besoin en est, à une certaine augmentation de salaire. La deuxième chose importante que j'ai dite, c'est que un contrat de travail est analysé en termes de rapport de subordination. Donc une personne A, une personne B. Dès lors que le rapport de subordination est établi, en ce moment, systématiquement, ça devient un contrat de travail. Peu importe le titre que vous avez mis sur le papier, dès lors qu'on établit le rapport de subordination, et ce rapport de subordination peut s'établir par au moyen. Le rapport de subordination peut s'établir par au moyen. Non, ce n'est pas la peine d'avoir peur ou de craindre que mon patron m'ait signé un contrat de consultant alors que je se permets de faire des demandes d'explication. On va en venir dans les procédures de sanctions disciplinaires. Il y a des choses qu'on prend avec bon cœur parce qu'en matière de travail, en matière de droit de travail et de tous les domaines en entreprise, il s'agit bien entendu de stratégie. Quand j'ai une bonne stratégie, je n'ai plus peur parce que je sais sur quoi est-ce que je me fonde pour poser mes actions et mes actes d'entreprise. Je ne crains plus. Mais la stratégie ne devient bonne que lorsque on maîtrise effectivement ou on a une bonne notion, une bonne connaissance des dispositions contenues dans le code du travail. Le dernier élément à définir, c'est bien entendu la rémunération. La rémunération, c'est la contrepartie de la prestation de travail. Comme je le disais, comme j'offre une prestation de travail à quelqu'un, à une entreprise, la contrepartie directe de cette prestation que je lui offre là, c'est un salaire. C'est pourquoi je faisais le lien entre la qualité ou la quantité de la prestation de travail et le niveau de rémunération. Au cours du premier séminaire, il y a l'un des formateurs qui disait il y a des personnes qui sortent de l'université avec un bac plus 4, un bac plus 5 et veulent systématiquement avoir un niveau de salaire de quelqu'un qui a une prestation de travail plus élevée en termes de quantité et de qualité. Je ne pense pas que ce soit la bonne approche. La bonne approche, c'est de faire en sorte à augmenter la qualité de la prestation de travail pour pouvoir prétendre à une bonne contrepartie en termes de salaire. C'est bon? Nous passons au troisième point, les différents types de contrats de travail. Vous verrez que dans tous les types de contrats de travail que nous avons présentés,
nulle part on ne parlera de contrat à durée indéterminée. Pourquoi? Pour que je fixe le cadre de la simple et bonne raison que le contrat à durée indéterminée, c'est un contrat qui est systématique lorsque les conditions des types particuliers du contrat que nous avons défini sont pas. Je prends un exemple simple. Je vais essayer d'animer les choses. Un exemple simple. On dit dans le dispositif que le CDD dure 24 mois maximum. Au-delà de 24 mois, ça devient un CDD. On vous dit un contrat de stage doit être obligatoirement écrit. Sinon, ça devient un CDI. CDI, c'est contrat à durée indéterminée. Vous comprenez? Si un contrat n'est pas écrit, si on n'a pas écrit, si GDS prend le régime en tant que collaborateur en son sein, qu'il n'y a pas d'écrit. Comme il n'y a pas d'écrit, alors c'est un CDI. Ouais. Le CDI découle du non-respect des dispositions prévues dans les types particuliers. Ouais. Si on dit on prend Miss Gant en stage chez nous et qu'on ne fait pas de contrat de stage, si elle va à l'inspection du travail, on dit je suis à GDS, mais je suis en stage, mais je n'ai pas de contrat signé, systématiquement l'inspection, qui est le juge, va lui dire madame, vous êtes signé. C'est pour cette raison que nous n'allons pas étudier le contrat de CD qui est un contrat par défaut. Oui, alors. J'avais une question. Si j'ai bien compris, c'est que dès lors qu'il n'y a pas d'écrit, de contrat écrit, pas de CD. C'est ça. C'est-à-dire vous allez quelque part dans une entreprise et puis le dirigeant de l'entreprise vous dit je vous embauche en tant que comptable. Vous avez fait la formation en coaching. Je vous embauche en tant que. Et on se rend compte que vous allez vous embauche peut-être en tant que stagiaire comptable, mais il n'a pas fait de contrat. Vous n'avez signé aucun papier qui dit que vous êtes en stage pour tel domaine. Si tel est le cas, on ne s'affecte pas parce que ça veut dire que je suis en CDI. Parce que bien de fois, selon les grands frères qui sont déjà en activité dans le conseil, s'il n'a pas signé le contrat, ça veut dire que c'est parce qu'il ne veut pas t'embaucher. Il ne veut pas couvrir tes droits. Donc, quand il n'y a pas de contrat écrit à mon cher, ça là, c'est pas un bon travail. Il faut démissionner. Quand on démissionne, si on a une maison, ça devient chaud. Donc, on sait dorénavant que s'il n'y a pas de contrat formellement écrit, ça devient CDI. Maintenant, comment faire pour trouver le CDI? Certainement, les développements qui vont suivre, qui vont donner quelques clés d'analyse pour pouvoir détecter, déterminer, pour dire comme il n'a pas signé, voilà comment je fais pour trouver que je travaille chez lui. Et donc, pour permettre à monsieur l'inspecteur, qui est l'arbitre, de mieux arbitrer, de mieux juger. Donc, on commence par le premier contrat, le contrat d'apprentissage. Article 13.1 CT. CT renvoie à Code du travail. Donc, article 13.1 du Code du travail. C'est quoi un contrat d'apprentissage? Le contrat d'apprentissage, c'est le contrat par lequel un chef d'établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne
et par lequel celui-ci s'engage en retour à se conformer aux instructions qu'elle reçoit et à exécuter les ouvrages qui lui sont confiés en vue de sa formation. Obligation. Il doit être constaté par écrit et rédigé en langue française. C'est une obligation. Donc si quelqu'un vous prend en contrat de stage d'apprentissage, que c'est pas écrit, par conséquent c'est quoi? CDI. C'est bon? Oui. Carole. C'est bon? La conséquence est CDI parce que le dispositif article 13.1 dit le contrat de stage d'apprentissage doit être constaté par écrit et rédigé en langue française. Le contrat d'apprentissage ne peut pas aller au-delà de 3 ans. Donc si quelqu'un est dans un contrat d'apprentissage qu'il a fait 5 ans, la conséquence c'est quoi? C'est un CDI. S'il a fait 3 ans, 2 mois, la conséquence, c'est un CDI. Dès lors que le délai légal est passé, systématiquement, ça devient un CDI. C'est bon? Souvent on dit, j'ai signé un contrat, le contrat est fini depuis, mais il ne veut pas renouveler. Et tout, on travaille, on ne sait pas. On ne sait pas dans quoi on est. Et puis on va avoir un tonton au quartier qui dit, oh mon petit, ça, c'est parce qu'il a envie de te laisser, c'est pourquoi il ne signe pas le contrat. Donc, si tu es malin, il faut démissionner. Et puis bon, on démissionne. On va voir le cas des démissions parce que les 2 cas que j'ai pris, c'est des cas de démission où je n'ai pas été du tout tendre avec les salariés. Moi, mon rôle, c'est de protéger mes clients, les entreprises que je gère. Donc, généralement, moi, j'ai un parti pris. L'inspecteur n'a pas de parti pris. L'inspecteur du travail n'a pas de parti pris. Lui, il arbitre. Mais moi, en tant que cabinet conseil privé, j'ai un parti pris. Mon parti pris, c'est mon client. Si c'est un collaborateur qui me saisit pour une affaire, j'ai un parti pris pour ce collaborateur. Mais la condition pour que je travaille pour un salarié, c'est que je ne dois pas, moi, en tant que GDS Consulting, être en prestation avec l'entreprise où ce salarié travaille. Dès lors que je suis en prestation avec l'entreprise, c'est l'entreprise qui est mon client et non pas le salarié. Donc je ne peux pas jouer en faveur du salarié. Je suis obligé de protéger les intérêts, merci. Je suis obligé de protéger les intérêts de mon client qui est l'entreprise. Par contre, si l'entreprise où le salarié travaille n'est pas client chez moi qui me saisit, je suis obligé de protéger les intérêts du salarié qui me saisit. Donc, nous, GDS, on est un parti pris. Mais l'inspection du travail n'a pas de parti pris. C'est bon? C'est bon? On continue. Le deuxième type de contrat, c'est le contrat de stage école. Qui a déjà vu ça quelque part? Le contrat de stage école. Normalement, tout le monde. Vous tous, parce que vous avez signé un contrat de stage école avec GDS en vue de la validation de votre formation professionnelle que vous avez faite au sein du cabinet. Donc, c'est quoi le contrat de stage école? Le contrat de stage école est la convention par laquelle un élève ou un étudiant s'engage en vue de la validation de son diplôme ou de sa formation professionnelle à recevoir au sein d'une entreprise une formation pratique. Donc, soit c'est un contrat qui est signé pour valider un diplôme, on appelle stage école, ou pour valider une formation. Quand vous regardez bien dans le processus de coaching pré-emploi, il y a d'abord la phase de formation professionnelle qu'on a faite, et pour valider les acquis de cette formation professionnelle, le cabinet GDS vous a offert 2 mois de stage pratique, 2 mois de stage école pour valider la formation que vous avez effectuée au sein du cabinet. Si d'aventure on n'avait pas mis
non seulement la référence qui est l'article 13.11 du Code du travail dans votre contrat de stage école, et qu'on n'avait pas spécifié que ce stage est fait pour valider la formation que vous avez faite au cabinet, alors ça devient quoi? Un CDI, parce qu'on n'a pas respecté les dispositions légales. C'est bon? Cette convention doit être constatée par écrit toujours, à défaut, elle est réputée être un contrat à durée indéterminée. Vous comprenez pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu que nous ne parlons pas spécifiquement du contrat à durée indéterminée parce que c'est un contrat qui vient quand les dispositions ne sont pas respectées systématiquement, on passe en CDI. Le contrat de stage école n'est pas rémunéré. Ça, c'est le test de 10 article 13.11 du Code du travail. Le contrat de stage école n'est pas rémunéré. Toutefois, l'entreprise peut allouer aux stagiaires une indemnité dont elle détermine librement le montant. C'est bon? Si l'entreprise en a les moyens, elle peut allouer une indemnité dont elle détermine librement le montant. Il n'y a pas de montant fixé. On dit, bon, regardez comment vous pouvez appuyer, donner une indemnité de transport vers voilà, une prime de transport aux stagiaires qui viennent. Mais il n'y a pas d'obligation de payer les stages école. Bon. Le stage école prend fin au terme de la période conventionnelle sans indemnité ni préavis. C'est dit quoi? C'est dit que quand vous avez fini le stage école dans une entreprise, on ne va pas calculer de préavis ou bien de l'indemnité, il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit à ça. Le stage est fini, on signe l'attestation de stage, vous remettez votre attestation de stage qui prouve que vous avez effectivement fait un stage dans cette entreprise. Troisième type de contrat, le contrat de stage de qualification. Vous verrez que nous avons commencé par contrat de chantier école, contrat de stage école, et vous avez vu dans ces deux premiers types, il n'y a pas d'obligation de rémunérer. On ne paye pas le stagiaire. Par contre ici, selon les dispositions de l'article 13.14 du Code du travail, il y a une rémunération qui est prévue et qui est obligatoire, stage de qualification. Donc c'est quoi un stage de qualification? Je fais une petite parenthèse pour dire, souvent on reçoit des appels de certains collaborateurs qui disent « Je suis en stage quelque part, mais on ne me paye pas ». Vous voyez, il y a deux types de stages. Il y a stage d'école, il y a stage de qualification. Le chantier école, lui, son nom est un peu spécifique, donc du coup, voilà. Je suis en stage dans une entreprise, mais même 6 francs, on ne nous donne pas. Il y a une question à poser. Je fais c'est quelle question qu'il faut poser à cette personne qui dit je suis en stage, mais on ne me paye pas. Quelle question il faut lui poser? De précision, question de précision. Il faut lui demander s'il a un contrat, s'il a signé. Oui, il a signé un contrat de stage. Mais il faut lui demander quel type de contrat. Quel type de stage il a signé. Parce qu'il y a deux types de stages. Il y a stage école où il n'y a pas obligation de payer, et puis il y a stage de qualification. Vous voyez, non, souvent, en matière juridique, on dit on ne se fie pas aux déclarations, aux allégations. Surtout en matière de droit, des affaires, on ne se fie pas aux allégations. On se fie aux... Hier, il y a un de mes collègues qui gère son petit business de cabinet également. Il est en train de structurer, j'espère que ça va venir qu'il structure, que nous devons avouer que nous devons tous efficaces sur le terrain. Il m'appelle, me dit, je suis confronté à un cas où ça n'a rien à voir avec le droit du travail, mais ça a tout à voir avec le droit en général. Je suis la comptabilité d'une école, mais cette école
a fait son registre de commerce l'année dernière, en 2021, au tribunal de commerce. Et je suis allé faire le rattachement fiscal. La DG dit non, que le monsieur a une autre école quelque part et donc il ne peut pas faire une nouvelle DF. Il faut qu'il solde les impôts de l'autre école. Moi je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer? Je dis bon, est-ce que tu as le registre de commerce? Il dit oui. Bon, d'accord, il faut prendre le registre de commerce. Donne-moi la date de signature du registre. Donc la date c'est effectivement 2021. Premier élément. Deuxième élément, donne-moi le numéro du registre de commerce. Et quel est le chiffre qui est mis après le M? Ensuite, il s'agissait d'une SRL. Il me donne le numéro, dans le numéro, il apparaît clairement 2014. Il a donné une série et il y a 2014 M2. Mais, cher ami, il y a une clé de lecture. Ça veut dire 1. Le registre de commerce a été créé en 2014. 2. Le régime de commerce a été modifié 2 fois. Donc c'est la deuxième modification du régime de commerce que tu as sous la main. Ce n'est pas l'original, ce n'est pas l'initial. Donc les agents des impôts ont effectivement raison de te dire c'est pas une nouvelle entreprise, c'est une ancienne entreprise parce que ça fait 2 fois qu'il a modifié. Donc vous voyez. Mais si je n'avais pas usé de cette clé de lecture, il allait me dire, oh, les impôts là, c'est comme ça ils font, ils aiment fatiguer les gens avec beaucoup de paroles qui ne reflètent rien de la réalité. Donc, pour revenir à notre cas, il dit, quand quelqu'un vous pose un problème de droit, le plus important, c'est de demander la base documentaire. Parce que seuls les documents ne peuvent pas nous induire en erreur. Seuls les documents ne peuvent pas nous induire en erreur. Quelqu'un dit, je suis en contrat de stage, on ne me paye pas. Mon ami, c'est quel type de stage? Ah, ils ont mis stage. On va le mettre en valide. On va voir dedans, ils ont mis pour ces stages de validation, bien ces stages d'expérience aussi. C'est bon? C'est quoi un stage d'expérience professionnelle? Le contrat de pardon, un stage d'expérience professionnelle ou bien un stage de qualification. Le contrat de qualification d'expérience professionnelle est la convention par laquelle l'entreprise s'engage pour la durée prévue à donner au stagiaire une formation pratique lui permettant d'acquérir une qualification ou une expérience professionnelle. La durée ne peut excéder 12 mois. La durée ne peut excéder 12 mois. Il doit être constaté par écrit, sinon c'est contrat à durée indéterminée. Quelqu'un qui fait un stage d'expérience professionnelle de plus de 12 mois, la conséquence c'est CD. Il ne faut même pas son cœur à battre. Il continue à travailler. Parce que dans sa tête, il va se dire non CD. Le jour où il y a un quelqu'un qui ramasse toutes les preuves. Nous allons donner quelques ébauches de preuves à rassembler à partir devant l'inspecteur du travail. Il apporte les preuves, l'inspecteur va toucher. Et comme je l'ai dit, l'inspecteur a obligation d'être neutre. Il a obligation d'être neutre. Mais si vous venez voir GDS, que c'est à mon client que vous voulez vous attaquer, moi je n'ai pas obligation d'être neutre. Je travaille chez l'un de mes clients que vous portez, il n'a pas obligation d'être neutre. J'ai l'obligation de défendre les intérêts de mon client. C'est bon? C'est bon? Il y a eu un cas comme ça où il y a l'un de mes clients qui était en litige avec son collaborateur parce qu'il a omis de lui faire signer un contrat de travail. GDS a rédigé le contrat, on a soumis au client, mais ils ne se sont pas accordés sur les termes et puis ça a perduré comme ça pendant 1 an sans que le contrat ne soit signé. Et les deux n'arrivaient plus à s'entendre. Donc,
le collaborateur qui décide de porter l'affaire devant l'inspection du travail. Nous, en tant que GDS, notre client Innovation, va faire le nécessaire pour trouver un terrain d'entente. Pas que l'affaire arrive devant le tribunal, devant l'inspection du travail, parce que nous étions conscients que nos clients n'avaient pas respecté les dispositions. Mais ce qui s'est passé, c'est que le collaborateur m'a demandé personnellement, moi, d'être son conseil sur l'affaire. Et que s'il rompt son contrat, il va créer une entreprise que nous allons gérer. Du genre, il veut me miroiter des choses et puis je vais accepter. Lui a simplement dit, je ne peux pas servir votre employeur, je vous sers. Même si vous me présentez tout l'ordre du monde, je ne pourrais pas le faire parce que c'est possible. J'ai un engagement, j'ai un contrat. Si le client se rend compte qu'il en confie avec l'un de ses collaborateurs et que moi je passe en tant que GDS Consulting derrière pour appuyer le collaborateur dans sa démarche, il peut s'attaquer au cabinet et il aura pleinement raison. Et pour s'attaquer au cabinet, ça se fait auprès du tribunal de commerce de touche. Donc moi, je n'ai pas envie de me retrouver au tribunal de commerce en train d'expliquer j'ai aidé, je n'ai pas aidé. Et ce qui était bien dans l'affaire, c'est qu'il me faisait par écrit par notre vocal WhatsApp. Donc il y a les preuves. Il fallait que je réponde également par écrit par notre vocal, par mon WhatsApp, pour apporter le démenti comme quoi je ne lui apporte aucune aide. Aucune. Aucune. On n'a aucun lien. Généralement, les collaborateurs de mes clients, je les vois. Généralement, je vois tous les collaborateurs de mes clients. Pourquoi? Pour établir la part des choses. Parce que le jour où il y a un problème entre vous, collaborateur, et mon client, moi, je prendrai faire les causes pour mon client. Donc, je ne peux pas sympathiser en griffe avec un collaborateur. Parce qu'on peut pas être amis. Si nous sommes amis, la file de l'amitié risque de prendre le pas sur mon raisonnement en matière de droit du travail. Mon raisonnement sera biaisé. Je vais peut-être fléchir. Je ne vais pas efficacement faire mon travail de protection de mon client. Mais comme je n'ai pas envie de trahir le contrat qui me lie au client, je décide alors de mettre une certaine distance entre les collaborateurs et les clients. Si vous avez bien remarqué, il y a beaucoup qui ne font pas le voir tous. Si vous êtes client, vous êtes client. Et en tant que tel, on doit vous marquer le respect qui est dû à votre qualité de client. Wilfried, par exemple, quand je suis élevé, je fais l'effort de me parler. C'est bon? Donc, le contrat de stage d'expérience professionnelle ou de qualification doit être écrit et sa durée ne peut pas excéder 12 mois. Bien si on a signé 3 mois aujourd'hui, qu'on a renouvelé 3 mois, 3 mois, 3 mois, le cumul de tout ne doit pas dépasser 12 mois. À côté du contrat de stage d'expérience professionnelle, on a le chantier école. Le chantier école, c'est quoi? Article 13.21 est appelé chantier école toute action collective qui, à partir d'une situation de mise au travail sur une production grandeur nature, a pour objectif la professionnalisation et la qualification dans un métier d'une personne ou d'un groupe de personnes. Grandeur nature, c'est dire que souvent l'État a des projets. Notamment, ça se fait sur les projets, soit de construction des ponts. On peut dire, bon, on va recruter des jeunes qui n'ont pas la qualification. On va profiter du projet
pour les reconvertir. Vous leur donnez un métier en leur donnant un contrat de chantier d'école. Vous leur donnez un contrat, on voit il y a des jeunes qui sont soudeurs, c'est pas forcément des soudeurs à la base. Au fil du chantier, vous leur donnez un métier. Le contrat d'engagement à l'essai, nous sommes en train de progressivement arriver au contrat de CDI ou même de CDD. Nous sommes en train d'arriver progressivement au contrat de CDD. Parce qu'effectivement, le CDD peut être précédé d'un contrat d'essai. Dans l'entreprise, à l'arrivée en entreprise, l'employeur vous dit que vous devez signer un contrat de stage. L'employeur vous dit que vous devez signer un contrat de stage d'expérience professionnelle. Et sur le contrat, il n'y a que vous seul votre signature. Parce que l'employeur devrait signer et puis vous remettre. Et quand ça n'a pas été fait, mais que sur le contrat c'est mentionné 3 mois, vous allez après 3 mois, vous devrez arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Que le document soit vite, il faut la sécurité. Maintenant, il peut arriver qu'il y ait des situations qui fassent que le problème ne s'en pas. Il nous appartient à nous de approcher des entreprises. C'est maintenant, si c'est une volonté délibérée de ne même pas ça, la conséquence est parce que j'ai signé, mais je refuse de signer. D'accord, donc le contrat d'engagement à l'essai, comme je disais, l'engagement à l'essai peut précéder un CDI ou bien un CDI, ou bien être plus d'un CDI ou d'un CDI. L'engagement à l'essai, c'est que vous êtes venu en entretien et vous dites, moi je suis le plus bon comptable du monde. Passant par les États-Unis, la France, la Chine, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Gabon, c'est moi le plus excellent. Vous avez parlé tellement bien de vous que le patron dit ok, il n'y a pas de problème, on va essayer tout ce que vous avez dit, on va essayer de pouvoir tester. Mais là encore, il y a des conditions à observer en fonction des grades. Catégories que vous avez essayé. C'est un contrat dont la durée est fonction de la catégorie du travailleur, comme je disais. Ouvrier et employé, 8 jours pour les travailleurs payés à l'heure. Donc si c'est des journaliers que vous employez, ils sont dans la catégorie ou bien employés, c'est 8 jours. D'essayer ces 10 jours. Si c'est pour les personnes qui sont payées au mois, c'est 1 mois de travail payé pour les travailleurs payés au mois. C'est bon? Donc ça veut dire que si vous voulez prendre des collaborateurs en lycée, s'ils sont dans la catégorie ouvrier ou employé, si c'est des collaborateurs qui sont payés au jour, la période d'essai là c'est 8 jours. Là, une fois. S'ils sont payés au mois, c'est 1 mois. Là, une fois. Ils sont employés ou non. Là, ça veut dire que quand on vous présente un contrat de travail, il faut regarder votre catégorie professionnelle. Parce qu'on a un peu employé, quand
tant qu'ouvrier, agent de maîtrise, technicien ou bien cadre supérieur. Il faut regarder. Absolument, le traitement également salarial. Pour les agents de maîtrise, les techniciens assimilés, c'est 3 mois d'essai. Donc, si vous arrivez dans une entreprise et qu'on vous dit on va vous faire un contrat d'essai de 3 mois renouvelable une fois, ça connaît déjà notre catégorie. Nous sommes employés en tant qu'agents de maîtrise pour les techniciens assimilés. Bon. Pour les cadres supérieurs, comme c'est eux qui ont fait le tour du monde, on a beaucoup de choses qui sont très efficaces. Et bon, pour ces produits, on va vous donner 6 mois pour expérimenter pourquoi vous êtes efficace. Vous avez 6 mois d'essai, on est là pour faire des choses. Les cadres supérieurs. Ces délais ne sont renouvelables qu'une seule fois, comme je le disais. Le contrat d'essai peut prendre fin à tout moment à l'initiative des parties sans avoir à payer ou réclamer une quelconque indemnité. C'est dire que si vous avez signé un contrat d'engagement à l'essai, ou bien si dans votre contrat de CDD, on a mis une période d'essai, ou bien si dans votre contrat de CDI, on a inclus une période d'essai, pendant la période d'essai, si vous décidez de partir, le patron ne peut pas dire que se sent lésé par votre décision. Il ne peut pas vous poursuivre. C'est effectivement que poursuivre ça. Si également le patron vous dit ah vraiment vous avez essayé mais c'est pas ce que je voulais, je veux qu'on arrête la collaboration, il n'y a pas d'indemnité, il n'y a pas de droit à la période d'essai. On me rapportait l'histoire d'un collaborateur qui a un cadre supérieur. Je n'ai pas dit le nom de l'entreprise, c'est une grande entreprise qui est en place, ils sont même nouveaux, ils sont dans la mobilité, c'est l'argent. Je m'arrête là, je ne vais pas donner plus d'indices. Et ils ont recruté le directeur de la Côte d'Ivoire, de cette entreprise, qui était lui dans une autre entreprise qui faisait la même activité. Malheureusement, lui, souvent c'est comme on a raconté, il a signé un contrat d'essai de 6 mois supérieur. Et ils ont renouvelé au bout du deuxième renouvellement en une notice que je ne parle pas de la place. Donc souvent c'est comme à et il était là. Parce qu'il a laissé un salaire quelque part, il était directeur, il a laissé pour venir dans la nouvelle entreprise exprimer mieux, mais il n'a pas pris la telle mesure des conditions de lecture de leur lycée. C'est en même temps une occasion pour moi de vous donner un petit conseil. Quand on va quelque part, avant d'aller dans une autre entreprise, il faut savoir quel type de contrat nous sommes ici. Il faut lire. Parce que j'ai dit la période d'essai peut être inclus dans un CDI. Je peux vous présenter un contrat de CDI. Vous dites, bon, vous allez faire CDI, mais on va vous observer sur 2 mois, on va vous observer sur 1 mois. Si c'est écrit comme ça, c'est une période d'essai. Et pendant cette période d'essai, on va faire les livres, si on a la collaboration, on n'a pas le droit à la je dis, si vous êtes en poste, regardez contrat à durée déterminée, CDD, article 15.1 du Code du travail. Contrat à durée déterminée à terme précis. À terme précis, c'est-à-dire qu'on sait quand le contrat commence, on sait quand le contrat prend fin. On sait que le contrat commence à telle date, on sait également que le contrat prend fin à telle date. C'est ça qu'on appelle contrat à durée déterminée à terme précis.
et c'est régi par l'article 15.1 du Code du travail. Le contrat à durée déterminée à thème précis est un contrat qui prend fin à l'arrivée d'un thème fixé par les parties au moment de sa conclusion. L'effectif des travailleurs sous contrat à durée déterminée occupant un emploi permanent ne doit pas dépasser le tiers de l'effectif total de l'entreprise. Là, j'avoue que c'est un peu compliqué pour certaines entreprises de respecter cette disposition. La disposition dit que l'effectif total des personnes qui sont en CDD dans l'entreprise ne peut pas dépasser le tiers de l'effectif général des travailleurs de l'entreprise. C'est-à-dire, si on a 10 collaborateurs en entreprise, on ne peut pas avoir 7 qui sont en CDD. Sinon, on ne respecte pas. L'entreprise ne respecte pas cette disposition. Il n'y a pas dit que l'entreprise ne respecte pas le contrat qu'elle a signé avec chacune des 10 personnes, mais le dispositif dit que l'entreprise doit faire en sorte que s'il y a 10 salariés qui sont sains, il n'y a que 3 qui sont en CDD et les 7 autres en CDD. Il doit être passé par écrit ou constaté par une lettre d'embauche. Ah, là c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Il doit être constaté par écrit ou être constaté par une lettre d'embauche. À défaut, il est réputé être un contrat à durée indéterminée. On dit qu'il doit être constaté par écrit ou une lettre d'embauche. Donc ça veut dire que je peux avoir un papier comme ça, d'une page, qui peut constituer mon contrat de travail en CDD. En CDD, thème précis. Une page à Monsieur Dion, vous êtes embauché en qualité de comptable dans notre entreprise en CDD pour une période allant de 1er décembre à 1er décembre 2022 au 31 mars 2023. Donc, vous commencez le service le lundi tel à 8 heures. C'est fini. Le contrat est signé. Donc, un contrat de travail en CDD ou un contrat de travail tout court, c'est un long document de plusieurs pages. Pourquoi? Parce que l'une est censée ignorer la loi. On ne va pas copier tout le dispositif. Le code du travail, c'est un document assez volumineux qu'on ne pourra pas copier entièrement pour donner à une personne pour dire voilà ton contrat de travail. Par contre, c'est que le dispositif de loi, c'est de dire on peut adresser un courrier d'embauche pour dire tu es embauché dans telle fonction. De telle période à telle période, pour tel montant de salaire dans telle catégorie. C'est suffisant. C'est ce qu'on va chercher. On va chercher, est-ce qu'ils ont mis, s'il doit démissionner, il doit faire préavis. Est-ce qu'ils ont mis, si je dois m'absenter, je dois demander permission. Est-ce qu'ils ont mis, si je me marie, j'ai droit à tel nombre de jours pour préparer mon mariage. On ne va pas tout mettre dans le contrat. C'est bon. Sur le dispositif dit que le contrat doit être constaté par une lettre d'embauche ou bien par écrit. Mais il faut qu'il y ait quelque chose. On est d'accord? Donc, je reviens en bref, rapidement sur cette notion-là. En matière de contrat de travail, c'est pas toujours évident d'avoir un document de plusieurs pages. Avec tous les détails. Il peut arriver que vous soyez dans des entreprises qui ne font un seul courrier d'embauche avec les éléments caractéristiques à l'intérieur, notamment la fonction, la mission, la période, la date de début, la date de fin du contrat, la catégorie personnelle dans laquelle vous êtes embauché, les salaires.
s'il y a ces 5 éléments dans la lettre qu'on vous adresse, c'est suffisant, ça fait un contrat de travail. Le reste là, s'il a respecté, s'il n'a pas respecté ça, le reste, on va faire le code du travail. Chacun maintenant de son côté va faire le code du travail pour voir qui respecte ou ne respecte pas. Et le dispositif dit qu'on peut adresser des situations les contrats à terme précis ne peuvent être conclus pour une période supérieure à 2 ans. Mon CDD doit faire un maximum de 2 ans. 2 ans, 3 mois, 2 ans, 1 mois, ça devient CDD. 2 ans, c'est 24 mois. Donc le CDD à terme précis, sa durée maximum, c'est 24 mois. Passer 24 mois en entreprise, vous passez systématiquement en CDI. Contrat à durée indéterminée. J'ai signé mon CDD de 6 mois. Les 6 mois sont passés. Le patron, depuis les renouvellement, il ne me dit rien. Pour lui, quelle réponse à ça? Il y a une réponse. Allez-y pour la réponse. Je travaille après un CDI. S'il n'a pas renouvelé, s'il n'a rien signé après les 6 mois que je continue de travailler pour lui, je me considère comme un CDI. C'est bon? J'ai une question. C'est concernant la base de calcul des tiers de l'effectif total de l'entreprise. Je prends un exemple. Le cabinet GDS, on peut être installé à André, à Yopougon, à Bakori et à Grège. Et à les employés qui travaillent avec ce cabinet-là. Maintenant, est-ce qu'on va tenir compte de l'ensemble voilà, de que c'était par site? Ensemble. C'est bon? Oui. Si le salarié arrive à faire cette l'entreprise fait signer un autre contrat de 6 mois en CDD, il a certainement puisqu'il doit faire son contrat de 2 ans en CDD. Ça me donne l'occasion. C'est pour cette raison que tout à l'heure j'ai dit que tout est une question de stratégie. Et je saisis la question de Karine pour dire au début aussi, chacun chez lui à la maison, comme le vôtre, pour l'entreprise, devait avoir un dossier. Tous les documents professionnels de général. Vous avez signé un contrat de CDD, vous renouvelez, ça fait 24 mois. Donc, si vous devez passer en CDI, le gars vient, le patron vient, vous présente un contrat de 6 mois en CDD. Ok, je prends. Tant que mon salaire approche. Parce que c'est pas une question de mon cœur. Vous savez, en matière de stratégie, ce n'est pas celui qui se joue le connaisseur qui comporte, mais c'est celui qui sait utiliser la connaissance qu'il comporte. Est-ce qu'on sait? En matière de stratégie, ce n'est pas celui qui se joue le connaisseur qui comporte qui gagne, mais c'est celui qui sait utiliser la connaissance qui gagne. Vous savez que le patron il a dépassé les 12 mois, c'est pas ça? Les 24 mois, pardon. Il a dépassé les 24 mois. En principe, selon le dispositif, vous devez être en CDI. Et puis vous prenez un autre contrat de CDI. Cela suppose que dans votre dossier personnel, vous avez pris soin de garder tous les contrats de CDD qui font que 24 mois. Vous rajoutez celui-là dessus. Vous acceptez. Dans le droit, c'est un contrat CDI. Quand vous allez arriver devant l'arbitre, l'inspection du travail, il va qualifier ça de contrat CDI. Mais on arrive à l'inspection du travail, quand il y a palabre, généralement palabre c'est quand on dit au code de loi, quand mon bien ne tombe pas. C'est pas ça. Quand je me sens abusé, c'est là que je vais porter plainte. C'est bon. Mais le patron continue de me dire.
je continue de travailler. Mais maintenant, à chaque fois, j'ai fait 5 ans, à chaque fois, c'est des contrats de CDD de 6 mois, 6 mois, 6 mois. C'est très bien. Le jour où l'on a un problème, quand je vais arriver à l'inspection du travail, ils vont réqualifier. Ils vont réqualifier le contrat. Mais ce que je déconseille par contre, c'est de se pointer devant le patron pour réciter la loi. Monsieur le patron, comme j'ai fait plus de 24 mois dans votre entreprise et que vous me donnez un contrat de 6 mois, le droit dit de mettre en CDI. Donc, monsieur le patron, signez-moi un contrat de CDI. C'est ça qui est dangereux, c'est ça qui est dangereux. Là, vous récitez la connaissance, vous ne l'utilisez pas. Vous mettez dans une posture de récitation. Bah, mais regarde la scène, on a dépassé la maternelle, on récite tout le temps. Pour utiliser la connaissance pour agir. Je prends le contrat de 6 mois, bien que les 2 ans soient passés, les 4 mois soient passés. Je prends de nouveau 6 mois. Je me aussi à la maison sur le. Au cas où il y a un problème qui se présente, je fais sortir mon dossier. Le juge, qui est l'inspecteur, l'arbitre, pardon, parce que le tribunal aussi est le juge, le tribunal du travail aussi est le juge du travail. Là, l'arbitre, qui est l'inspecteur du travail, je lui apporte les preuves que j'ai, le dossier que j'ai, les preuves qu'il a fait 24 mois plus 6 mois. Donc, à la lumière de cela, on va réqualifier la nature du contrat. On va réqualifier. Mais oui. Maintenant, après les 2 ans qu'il me fait signer un contrat de 6 mois, qu'il est fini d'épuiser ces 6 mois, il me dit ok, après d'avoir épuisé ces 6 mois, je ne vais pas renouveler. Le contrat s'arrête là, puisque j'ai épuisé les 6 mois. Et puis, mais je dit non, qu'il n'a pas d'indemnité à baisser puisque tu as terminé les 6 mois. D'accord. On va voir un peu plus loin les droits auxquels un collaborateur qui voit son contrat arrêté peut prétendre. Et dans ces droits, il y a les droits quand vous êtes CDI et il y a les droits quand vous êtes en CDI. Si on prend dans l'hypothèse où le gars il arrête et dit je ne paye rien, ça veut dire qu'il ne respecte pas les droits quand on est en CDI. C'est pas ça. Donc il n'y a pas là. Mon bien est touché ou bien. Donc là, c'est que maintenant je vois monsieur l'arbitre apporter mon dossier, dire à monsieur l'arbitre, à monsieur l'inspecteur du travail, voilà, le travail dans telle entreprise, voilà, j'ai fait tellement de familles de mois, de base de 4 mois, et le patron me dit au terme que mon inspecteur va réqualifier et tirer toutes les conséquences du droit liées à cette état de fait. C'est bon? C'est bon? Mais ce qu'il faut éviter de faire, il faut éviter d'aller dire au patron ou bien au contrat, tu as fait, tu n'as pas bien calculé. Il faut toujours utiliser de pacte, de stratégie. Parce que bien entendu, les relations humaines sont préservées. Il ne faut pas garder quelque part son sert chaque. Il faut utiliser aussi de sagesse. Qu'est-ce que je veux dire? On peut obtenir une chose Pour les cas de figure, que ce soit vous ou bien que ce soit l'employeur qui se dépend devant l'inspecteur qui est l'arbitre, dans tous les cas de figure, l'arbitre va vous entendre vous autres. Lui, son rôle, il ne juge pas, c'est pas un juge. Il va vous entendre et puis il va tenter une conciliation. Il va vous demander de trouver une prétexte. Donc, si on peut le faire avant même d'arriver devant l'inspecteur du
faut user de sagesse en passant par la case de négociation. Parce que même si vous allez voir monsieur l'inspecteur de l'arbitre, pour lui dire monsieur l'arbitre, monsieur l'inspecteur, voilà, j'ai été lésé dans ma collaboration avec telle entreprise. L'inspecteur a obligation de tendre de crise et de tenter une conciliation entre les deux parties. C'est quand la conciliation échoue au niveau de l'inspecteur, conciliation, c'est-à-dire c'est quand employeur et salarié n'arrivent pas à se mettre d'accord, à trouver un terrain d'entente, que l'affaire est portée maintenant devant le juge du travail, au tribunal du travail, et que le juge puisse trancher et donner une décision de justice qui deviendra exécutoire à l'encontre de celui qui aura perdu le procès. Mais la procédure devant l'inspection du travail, c'est une procédure amiable. C'est pour ça que je dis, si on a la possibilité de régler à l'amiable, vaut mieux le faire avant même d'arriver dans l'inspection du travail. J'ai dit aussi que l'affaire du travail, ce n'est pas affaire de gros cœur. J'ai dit aussi qu'on utilise la connaissance, on ne récite pas la connaissance. Celui qui récite la connaissance, c'est le matériel qu'on récite. Mais quand on devient adulte, on utilise tout le bagage qu'on a reçu pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir avoir les aptitudes qu'il faut pour nous sortir de certaines situations. Le contrat peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants. 2 points. Remplacement d'un travailleur en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou d'attente de l'entrée en service d'un travailleur recruté par contrat à durée indéterminée. Par exemple, on a un collaborateur qui ne se sent pas bien, qui est malade, qui touche du bois, qui est hospitalisé et qui va passer un bon moment à l'hôpital. Nous ne sommes pas médecins en interne pour dire voilà le délai qu'il faut pour son rétablissement complet et total. Donc, on va signer un contrat à durée déterminée à terme imprécis pour dire il vient remplacer celui qui ne se porte pas bien, mais on ne peut pas dire quand est-ce que le contrat va finir. Donc, le terme devient imprécis, c'est-à-dire la fin devient imprécise. C'est bon? Un surcroît occasionnel de travail ou d'activité inhabituelle de l'entreprise. Nous sommes là, un groupe. GDS a un gros marché quelque part qui nécessite le recrutement de certains collaborateurs. Mais ce marché-là fait que on ne maîtrise pas, je vais dire, toutes les caractéristiques, la durée, le temps que ça va mettre, tout et tout et tout. Donc, on peut signer un contrat à terme imprécis pour dire, vous commencez aujourd'hui, mais votre contrat, il est lié à l'exécution de ce marché. Donc, si le marché est fini aujourd'hui, le contrat finit aujourd'hui. Si le marché finit dans 2 ans, le contrat finit dans 2 ans. Mais vous êtes rattaché à l'exécution du marché. Emploi à caractère saisonnier, donc soit le contrat à terme imprécis peut être signé pour des emplois à caractère saisonnier. Il peut être signé également pour des emplois dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie conventionnelle et pour lesquels il est usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée. Ou aussi, il peut être conclu le contrat à durée déterminée à terme imprécis, peut être enfin conclu pour une durée d'un chantier ou d'un projet, comme ce que j'expliquais tout à l'heure. Le terme est
le thème est alors constitué par le retour du salarié remplacé ou la rupture de son contrat de travail, la fin de la saison du chantier ou du projet ou la fin du surcroît occasionnel de travail ou de l'activité inhabituelle de l'entreprise. Donc la fin du contrat va dépendre de ces éléments que nous venons de citer. C'est quand les éléments que nous venons de citer s'arrêtent que le contrat s'arrête. C'est pourquoi on dit que c'est un thème imprécis. Le gars il est rentré à l'hôpital, on va le faire sortir rapidement, il ne faut pas qu'il reste là-bas. Il est rentré à l'hôpital, les médecins ont dit qu'il va faire 4 mois. Et par miracle, le gars n'a fait que 2 semaines. Celui qu'on a pris pour le remplacer, 2 semaines après, on le laisse. Parce que celui qui remplace est là. C'est bon? Oui. Non, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Parce que le contrat de travail ne doit pas être, comment on appelle ça, ne doit pas être conclu sur la base de discrimination. On va voir ça tout à l'heure dans les droits et obligations des parties. On ne peut pas dire comme c'est une femme, on ne va pas l'embaucher parce qu'elle va tomber enceinte. C'est ce qui est normal qu'une femme tombe enceinte. C'est ça qui est normal. Donc, on ne peut pas empêcher. Si elle tombe pas enceinte, on est mort. Si une femme ne tombe pas enceinte, l'humanité n'existe plus. Moi, je ne crois pas aux sciences que les gens développent ailleurs. Moi, je crois à ce qui est naturel, ce qui est vrai. Si une femme ne tombe pas enceinte, l'espèce humaine disparaît. Donc, pour revenir à la question, si quelqu'un dit je n'embauche pas ou bien vous ne deviez pas tomber enceinte, c'est une discrimination. C'est-à-dire vous embauchez et puis vous tombez enceinte au cours du contrat et vous licenciez pour ça, c'est une discrimination, c'est un licenciement abusif parce que ça ne fait pas partie des motifs de licenciement. C'est ce qui est normal. Oui. Il y a un autre cas où l'entreprise peut signifier le contrat, ils vont juste dire à l'oral, mais ils ne vont pas préciser dans le contrat. Bon, ça dépend. Ça dépend. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de sagesse. Vous voyez, mais pour les personnes qui sont à viser, ne pas s'amuser même à dire, parce qu'on verra qu'on ne conclut pas, même si c'est à l'oral, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, on ne conclut pas un contrat sur la base de discrimination, sur la base du sexe, sur la base de la religion, de l'appartenance politique. On ne dit pas comme, ou même l'appartenance tribale ou ethnique. On ne dit pas comme, je suis Baolé, Cynthia Kofi est Baolé, donc je vais embaucher parce que c'est ma soeur Baolé. Ça fait une discrimination. Ou comme tel n'est pas de mon ethnie, je ne l'embauche pas, ça fait une discrimination. Ça c'est proscrit, c'est interdit. Donc il en est de même pour les femmes. On ne peut pas dire à une femme qui n'en a pas pourquoi tu es tombée enceinte. Au contraire, une femme tombe enceinte pendant qu'elle en emploie, il y a un mécanisme qui est prévu pour protéger l'entreprise. Et nous allons voir ce mécanisme qui existe légalement pour protéger l'entreprise, pour ne pas que les activités de l'entreprise s'arrêtent parce que la caissière n'est pas là, ou même parce que la comptable n'est pas là. Il faut que l'activité continue. Et c'est pourquoi, dans le mécanisme qui est prévu, on dit quand vous embauchez, il faut déclarer les salariés, c'est une obligation, on va voir dans les droits, c'est une obligation de déclarer à la CNPS. Donc, une fois la femme est
déclarer à la CNPS qu'elle est enceinte, avant un certain moment de sa grossesse, elle a droit à des congés de maternité. Et pendant les congés de maternité, ce n'est plus l'entreprise qui la paye. Il y a 3 mois de congés de maternité. Ce n'est plus l'entreprise qui la paye, mais c'est plutôt la CNPS qui la paye. Bon, ça fait une trésorerie pour l'entreprise qui peut lui permettre, c'est un mécanisme qui lui permettra de recruter un salarié en contrat d'intérimaire, terme imprécis, le temps que la bonne dame qui a eu le joli bébé rentre pour reprendre son poste. On prend un intérimaire qui va assurer le service. Oui. Ça, c'est au niveau de la CNPS. Ils ont des calculs qu'il faut. C'est bon? Parce qu'il y a un ensemble de documents qu'il faut revenir leur déposer. Mais une chose est sûre, nous sommes en entreprise. Nous ne sommes pas la CNPS. Une chose est sûre, nous en entreprise, on ne va pas pendant les 3 mois de congé maternité, on ne va pas débourser 5 francs pour payer à la dame qui vient d'accoucher. Elle gère avec la CNPS. De sorte que nous, cette manne, il commence à faire chaud, de sorte que nous, cette manne, on puisse l'utiliser pour recruter un intérimaire. C'est bon? Au moment de l'engagement, l'employeur doit communiquer au travailleur les éléments éventuellement susceptibles d'éclairer ce dernier sur la durée approximative du contrat. Donc, si vous êtes dans un contrat à terme imprécis, un contrat à durée déterminée, à terme imprécis, il faut que l'employeur vous explique le contexte. Pourquoi il vous recrute? Et puis vous donne une idée du thème du contrat. C'est vrai que c'est imprécis parce que c'est des événements qui lui échappent lui, mais il doit quand même expliquer. Il dit non, c'est parce que on a une collaboratrice qui a accouché. Et donc, vous allez assurer son intérim le temps qu'elle revienne, si elle reprend. Parce qu'il y a des cas où le congé de maternité peut aller au-delà de 3 mois. Par exemple, si elle accouche de jumeaux, on lui accorde un délai supplémentaire. Donc, comme le patron ne sait pas si c'est jumeaux, mais si ce n'est pas jumeaux, il ne peut pas dire que ce sera 3 mois fils. Donc, quand il prend quelqu'un en terme imprécis, il va lui dire elle est en congé de maternité quand elle va reprendre. Il y a aussi des cas où il y a des complications à l'accouchement, il y a un délai supplémentaire qui est donné. Vous comprenez, non? Et comme ce sont des éléments qu'on ne peut pas prévoir, quand on prend quelqu'un en termes imprécis, on lui explique le contexte et on lui donne une idée du thème. C'est bon? Il accepte en connaissance de cause. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'événement qui a fait qu'on a eu recours à un contrat de travail à durée déterminée, à terme imprécis, dès lors que cet événement cesse, le contrat également cesse.